Bonsoir Régis. Bonsoir Natacha. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Alors, vous publiez un livre qui s'appelle Civilisation, comment nous sommes devenus américains, juste au moment où nous élisons un président de la République qui est l'illustration absolue de votre thèse. C'est une leçon de choses, évidemment, qui me réjouit, qui prouve que je n'étais pas complètement à côté de la plaque. Mais quand j'ai écrit ce livre, il y avait un candidat que je mentionne à un moment donné, en passant. Parce qu'il chante la Marseillaise en mettant la main sur le cœur. Oui, c'est un des nombreux symptômes, la Smart Nation et une attitude générale. Mais ce n'était pas l'objet de mon livre. Oserais-je vous dire que je ne m'occupe pas de politique, je m'occupe d'histoire. Alors, j'essaie de réintégrer la politique dans l'histoire, si vous voulez, mais l'actualité, pour moi, n'a de sens que dans la longue durée, que mise en perspective, voilà. Sauf que votre façon de vous occuper d'histoire nous parle de notre présent. D'ailleurs, vous le décrivez de façon extrêmement drôle dans le livre, puisque vous vous décrivez en une espèce d'hibernatus qui serait arrivé des années 60 et qui découvrirait notamment tout le quartier latin, où tout a disparu et où tout est transformé en McDonald's, Starbucks. Pas tout. Oui, il reste quelques C'est un mixte. C'est un mixte. Une civilisation, ça fait des traits d'union. Donc, ça fait des traits d'union entre une culture locale et une culture globale. Et donc, il y a encore des éléments très français dans ce quartier peu latin, disons, galloricain, pour aller vite. Justement, définissons un petit peu le terme de civilisation, ce que vous faites tout au long du livre. La civilisation, c'est d'abord, ça naît de la cité, ça naît de la ville. Oui. Et c'est un particulier qui devient universel. C'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin des armes pour s'imposer. Elle s'impose parce qu'elle est ce qu'on appellerait d'ailleurs en termes américanisés le soft power, c'est ça? Écoutez, une civilisation, vous avez raison. Ça n'est pas que des armes, mais c'est toujours au départ un empire. Oui, au départ. Un empire a une armée et une armée qui intervient. Mais ce n'est pas ce qui fait une civilisation. Moi, j'entends civilisation au sens de l'ensemble des particularités existentielles d'un habitat humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un arabo-musulman n'est pas un chinois confucéen n'est pas un sino-américain. Bref, pour moi, la civilisation, c'est l'impensé en arrière de ce que nous pensons, si vous voulez, c'est-à-dire ce nous, généralement inconscient, qui a derrière un « je ». Sauf que cette notion de civilisation, jusqu'à présent, elle partait de l'Europe et certains, d'ailleurs, ne serait-ce que Paul Valéry, considéraient que l'Amérique, les États-Unis, n'étaient qu'un appendice de la civilisation européenne. Et tout ça s'est inversé. Nous, Européens, ne savons plus être une civilisation, nous ne sommes plus qu'une terre, j'allais dire, de colonie pour cet empire américain qui s'est étendu et qui continue à nous infuser. Une colonie sans colon, hein, ou alors une colonisation très douce. C'est vrai que j'ai étudié ce qui s'est passé en l'espace de 100 ans, entre 1919, quand Paul Valéry fait le fameux texte « Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels », et à ce moment-là, pour lui, la civilisation, c'est l'Europe. Et puis, 80 ans, 90 ans après, Huntington arrive, qui fait lui aussi le comptage, si j'ose dire, l'inventaire des civilisations, et qui ne mentionne plus l'Europe. Il parle de la civilisation occidentale, pour lui, c'est la civilisation américaine. Et donc, pour Valéry, 1919, l'Amérique, c'est une projection de l'Europe. Et pour Huntington, l'Europe, c'est une projection de l'Amérique. Donc c'est cette inversion, si vous voulez, que j'ai essayé de scander, d'en donner une chronologie. C'est largement inconscient, ce processus, mais c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des transferts d'épicentres civilisateurs dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi, quand je dis Monsieur Macron est un galloricain, ce n'est pas péjoratif dans mon esprit, ce n'est pas laudatif non plus. Je décris un état de fait et j'essaye de le mettre en perspective. Mais entendons-nous bien, je prends acte d'un processus. Vous évoquez son rapport à la langue, vous évoquez son rapport au sacré, à la façon de se comporter, et c'est tout ça qui en fait un galloricain, selon vous. Qui en fait un homme de son temps. Alors, pourquoi les États-Unis deviennent cette civilisation qui s'impose à nous? Vous axez tout votre raisonnement sur une dichotomie absolument fondamentale entre le temps et l'espace. L'Europe, c'est le temps,
les États-Unis, c'est l'espace. Oui. Mais dans ce rapport entre le temps et l'espace, l'idée que les États-Unis ont industrialisé absolument tout, ça joue ou pas? Parce que je pense que c'est quelque chose d'absolument crucial. Ils ont industrialisé l'imaginaire et le symbolique. Parce que pour faire une civilisation, il faut un empire, mais il faut aussi une technique. Ou un faisceau d'outillage qui rendent la vie plus facile, qui apporte un plus aux gens. Parce qu'une civilisation dominante, elle est désirée par les dominés. Ah oui. Elle ne s'impose pas. Si elle s'impose, c'est une oppression, ce n'est pas une civilisation. Non, mais partout dans le pourtour méditerranéen, on rêvait de devenir romain et on rêvait d'avoir des arènes, Voilà. des thermes, etc. Voilà. Alors, il se trouve que l'Europe a été faite, je dirais, par l'imprimerie. La construction des États-nations s'est faite autour de l'imprimerie au XVIe siècle. Et l'Amérique a su créer les nouvelles technologies, les nouvelles infrastructures de l'imaginaire, que sont d'abord la télévision, le cinéma d'abord, Oui. créé chez nous, c'est vrai, mais enfin développé. Là aussi, c'est devenu une industrie chez eux, alors que ça a été inventé chez nous. C'était un art chez nous, puis est venue la télévision, puis est venu le numérique, et il se trouve à chaque fois que c'est eux qui inventent, ou en tout cas qui formatent. C'est un règne incontesté et je dirais à peu près approuvé par tout le monde. Et malheur à ceux qui contestent. Mais vous avez une façon d'ailleurs d'éviter les procès en diabolisation, parce que vous êtes drôle dans ce livre, parce que vous avez du recul. Et par exemple, vous avez été épargné par les différents chroniqueurs, par Le Monde, parce que vous gardez cette drôlerie. Et donc ils ont estimé que vous ne tombiez pas dans la catégorie des méchants déclinistes, ceux qui étaient coupables de nostalgie ou de mélancolie. Vous, ça va, puisque vous décrivez simplement, vous ne regrettez pas le passé. D'abord, je n'ose pas le dire, mais à vous je peux le dire, Natacha, la nostalgie est le sentiment le plus révolutionnaire qui soit. Toutes les révolutions ont été faites au nom d'un passé à retrouver, à restaurer. C'est une constante. Bien sûr. Donc, le procès de la nostalgie est une des plus grandes bêtises que je connais. Je ne connais c'est très répandu. Je ne connais rien de plus dynamique que la nostalgie. Oui. La nostalgie qui n'est pas la déploration, mais qui est l'insatisfaction du présent. Et donc le besoin de s'inspirer d'un exemple, généralement idéalisé, mythifié, pour aller au-delà de ce présent. Maintenant, j'essaye de, comment dirais-je, de ne pas gémir, mais de comprendre, comme dirait l'autre, selon la remarque de Spinoza. Bon, par ailleurs, je ne veux pas donner au mot de décadence une tonalité funèbre, car j'ai constaté, dans l'histoire des cultures, que le moment de décadence est un moment très savoureux. Un moment très savoureux, très créatif, parce qu'il se mêle plein de choses. C'est Valéry qui disait que les littératures de décadence sont les plus nutritives, parce qu'elles se nourrissent de toutes sortes d'aliments venus d'un peu partout. Donc pour moi, le mot de décadence n'est pas un mot funéraire, habit de deuil, s'abstenir. Bon. Et puis aussi, j'essaye, si vous voulez, de réinsérer notre présent dans la longue durée. Et je constate que les civilisations se succèdent les unes aux autres et qu'il faut bien que l'une décline pour qu'une autre naisse et grandisse, étant donné que celle qui naît et grandit incorporera toujours des choses de la précédente. Voyez-vous, c'est la transmission, le mot-clé. Quand vous êtes, comment dirais-je, au fait du phénomène de transmission, vous ne pouvez pas vous habiller de noir. Excusez-moi, vous êtes habillé de noir. J'aime bien le noir. J'aime bien aussi la nostalgie, mais je suis très coupable. Je comprends. Mais, et révolutionnaire. Alors, il ne faut pas confondre notre monde et le monde. Et c'est vrai que notre monde européen est aujourd'hui absorbé par la civilisation qui, aujourd'hui, est la plus performante en termes scientifiques, technologiques, culturels, militaires. Et donc, elle a déteint, c'est une empreinte, c'est une emprise aussi. Et ce qu'il y a de bien dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les choses sont claires. C'est-à-dire que il y avait une sorte de métamorphose lente d'une civilisation européenne en une civilisation euro-américaine, mais c'était lent, c'était un peu enfoui. Il y a eu tout de même des prodromes. Chez nous,
pour être anecdotique, c'est vrai que Giscard d'Estaing a été aussi... il a tenté l'américanisation. Le premier économiste qui arrive directement à la présidence. Et qui jouait à Kennedy. Son premier discours étonnant. Mais ça, c'est truc. Mais bon, d'accord. Mais là, maintenant, au moins, je dirais que c'est assumé. Alors moi, je dis seulement, prenons-en acte. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Alors, ça peut faire un peu de peine aux gens qui viennent du vieux monde comme moi. Et peut-être comme vous, sauf que vous savez vous moderniser mieux que moi. Mais je constate que c'est un phénomène. Il est important de le nommer. Après, on en fait ou on en pense qu'on en veut. Moi, je me contente de dire ce qui est. Voilà. Mais quand on se contente de dire ce qui est, c'est déjà là qu'on prend des risques. Parce que justement, dans ce phénomène d'américanisation, l'optimisme obligatoire, ça joue aussi un rôle. Oui. Et c'est éminemment lié à cette américanisation. Oui, que l'Amérique est optimiste. Elle a deux raisons de l'être. La première, c'est qu'elle est sous mandat divin. Donc, ça ne peut pas se finir mal. Oui. La deuxième, c'est que l'idée qu'elle a du bonheur est l'idée du bien-être individuel. Et donc, il faut positiver. Voilà. C'est le mot clé. C'est la bienveillance d'aujourd'hui. Il faut positiver, c'est-à-dire toutes les forces, soit de la négativité, soit du tragique, qui était propre peut-être à la culture grecque ou à une certaine culture européenne, doivent disparaître devant le happy end. Le happy end est quelque chose d'indispensable. Quand vous faites un remake d'un film français aux États-Unis, il ne faut pas que le héros meure à la fin. Il faut qu'il soit racheté, qu'il découvre le bien, la lumière, et que les gens sortent de là de façon optimiste. Et ça, vous ne pouvez pas le nier que ça donne de l'allant, ça donne de la confiance en soi, ça donne peut-être de l'arrogance aussi, mais c'est dynamique, si vous voulez, et il y a un parfum d'énergie et de brutalité dans la civilisation américaine qui en fait une civilisation qui va de l'avant parce qu'elle est sûre d'elle. Elle est sûre d'elle parce que c'est un peuple élu. Nous sommes élus. Voilà, mais nous personne. ne sommes pas élus. Mais c'est très gentil d'être sûr de soi et d'aller de l'avant. Mais est-ce que c'est pas un petit peu oublié que derrière ça, il y a des rapports de force? Évidemment. Il y a une lutte des classes. Il y a une appropriation de certains biens, de certaines données par des puissances financières. Tout ça est gommé derrière l'optimisme. Non, quand vous êtes protestant, ce que je vous souhaite, et plutôt quand vous êtes évangélique, c'est-à-dire néo-protestant, le protestantisme revu et corrigé par pas sûr de le souhaiter, ça. Quand vous réussissez, vous donnez la preuve de votre élection. Mais oui. Et pour réussir, il faut évidemment écraser un peu les voisins. Et donc, c'est vrai, il y a cette, comment dirais-je, le rapport de force est assumé. Mais écoutez, l'histoire humaine est ainsi faite. Ne soyez pas vaincus. Malheur aux vaincus. Vae victis. C'est la nouvelle Rome. Quelle était la devise de Rome? Vaincre. Les Américains sont en train de vaincre. Bon, ça ne durera pas éternellement. Combien de temps dure une civilisation dominante? Quand vous regardez à peu près l'histoire de l'humanité, vous dites 4 ou 5 siècles. Bon, on n'en est qu'au 2e. Alors évidemment, pour nos enfants, c'est pas formidable. Non, c'est pas formidable parce que justement, nous en avons des enfants. Nous sommes responsables du monde dans lequel nous allons les laisser. Est-ce qu'on peut en rester là ou est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi adopter peut-être pas la posture morale, mais la posture combattante? Je dirais d'abord la posture de lucidité, éventuellement le pas de côté, voire la résistance. Je ne sais pas. Quels sont les moyens de la résistance? Peut-être la pensée d'abord, et ensuite chacun utilise votre réflexion pour choisir comment il va fourbir ses armes. Oui, je dirais les moyens de la résistance pour nous, je les crois d'abord intellectuels. Prendre conscience que l'Europe n'est plus européenne, mais devient quelque chose d'autre. Ça ne suffit pas, mais il faut commencer par là, pour essayer de s'en sortir peut-être. Bien écoutez, merci beaucoup Régis. Au revoir, nous Natacha. essaierons de nous en sortir et de résister. Au revoir.